Bonjour à tous. Comme promis, nous allons réaliser en accéléré dans cette vidéo la synthèse comportementale d'un code écrit en C++ afin de nous générer un circuit VHDL au niveau transfert de registre. Donc cette synthèse HLH, c'est un procédé de compilation, nous l'avons vu par ailleurs en cours, un procédé de compilation donc, qui nous autorise à passer de cette représentation C++ algorithmique vers un circuit numérique, et ce de manière automatique. Donc je ne reviendrai pas ici sur les grandes étapes de cette compilation matérielle. Euh, je vous laisse le soin de reprendre vos notes là-dessus si tout ceci n'est pas clair. Donc là, c'est vraiment l'utilisation de l'outil. Alors donc, ce que je propose, c'est de prendre un algorithme relativement modeste et de synthétiser automatiquement ce code. Alors l'algorithme que j'ai retenu est un algorithme en apparence effectivement modeste. Il s'agit d'additionner deux nombres. Ces deux nombres sont des nombres représentés en I3E 754 et il s'avère que l'addition, particulièrement l'addition d'ailleurs, plus que la multiplication, l'addition de deux nombres flottants I3E 754 est remarquablement compliquée. Donc ça se prête bien à notre exercice, à savoir on va un petit peu mieux raisonner et expérimenter sur la fonction C, C++, et lorsqu'on sera satisfait de cette fonction, on pourra générer, engendrer automatiquement, compiler automatiquement un circuit en VHDL. Alors dans l'exercice, on va regarder un tout petit peu le code C++, donc, qui est dû à un ingénieur chevronné de la société NVIDIA, qui s'appelle Norbert Juffa. Donc on va regarder un petit peu son code dans les grandes lignes, et puis on va surtout regarder comment on peut vérifier ce code. À la fois en C, C++, on va pouvoir et on va devoir s'assurer que notre fonction réalise bien ce qu'elle doit faire. Donc on va voir comment on fait ça en C, C++. Et il se trouve que cette vérification en C, C++, on va pouvoir la réutiliser lorsque notre code VHDL va être généré. Et ça va nous permettre de co-simuler à la fois donc, le banc de test en C, C++, avec cette fois-ci non plus la fonction C incorporée, mais le code VHDL qui va dialoguer automatiquement avec le banc de test C, C++. Donc ça, c'est fourni automatiquement par l'outil et je trouvais intéressant d'inclure cette vérification, cette utilisation de l'outil dans cette vidéo. Alors nous ne réaliserons pas hein, la partie C et D qui sera faite ultérieurement. Alors, dans notre séance en présentiel, donc on a fait un rappel de ce qu'était le format I3E 754 simple précision. Pour ça, on a répondu à la question 1, on a repris donc la représentation et on a représenté un nombre flottant, un nombre réel en représentation flottante I3E 754. Pour rappel, la solution est également disponible hein, ici sous Moodle. Alors la question 2, c'était simplement de réfléchir au grand principe, avoir l'intuition de comment fonctionne l'addition. Alors je résume brièvement cette intuition. L'intuition, c'est que effectivement à partir de deux nombres A et B représentés en I3E 754, eh bien on va devoir se préoccuper d'un réalignement des mantis avant de pouvoir faire la somme colonne par colonne, bit à bit, eh bien il va falloir se préoccuper de réaligner les mantis et donc d'analyser la différence qui existe entre les deux exposants présentés dans le nombre A et dans le nombre B. Donc on fait la différence, on aura ainsi la différence qui nous permet de réaligner la mantis. Alors le code d'Ambert Juffa, on peut tout de suite le regarder. Alors je l'ai téléchargé moi-même sur l'ordinateur il y a un instant, mais il est disponible sous Moodle un peu plus bas. Alors le code de Norbert Juffa est remarquablement complexe, on va dire. Alors si on le parcourt, voici la fonction donc floating point 32 add, hein, c'est donc la fonction qu'on va chercher à synthétiser. On voit qu'il y a quand même quelques dizaines de lignes avec visiblement des cas bien croustillants. C'est ce que je vous disais, hein, en apparence, additionner deux nombres, c'est simple, et eh bien vous avez quand même tout ça à faire. Si vous rentrez effectivement deux nombres 32 bits, ici représentés sous forme d'entier, dans le système,
eh bien, dans la fonction, eh bien, il va falloir réaliser tous ces calculs. Alors, je ne vais pas parcourir plus cette fonction. Vous pourrez regarder un tout petit peu les subtilités de cet algorithme, hein. C'est assez remarquable. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est regarder le test bench, parce qu'on va s'en servir dans un instant. Donc, il s'appelle test bench add C++. Alors, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. C'est tout simplement, donc ça c'est exigé par l'outil Vitis HLS. Il faut une fonction main, donc qui va constituer notre bande test, et cette fonction va devoir retourner une valeur 0 s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, tout simplement, on va compter le nombre, on va réaliser un certain nombre de tests et on va compter le nombre d'échecs. Donc s'il n'y a aucun échec, la fonction renvoie bien 0 et c'est parfait pour le test bench. Alors ce test bench est organisé comme suit. On a tout d'abord un premier test à partir d'un fichier, de données. Je vais pouvoir le montrer dans un instant. Un fichier de données qui contient donc deux valeurs A et B codées en représentation 32 bits I3 de 754, donc simple précision. Et on a également le résultat attendu. Il a été calculé par ailleurs, donc avec un outil tiers. Et donc on est sûr que le résultat est correct dans ce fichier. Alors je peux montrer tout de suite le fichier peut-être qui est .date. Voilà, donc ça se présente de cette manière-là. On a une trentaine, une quarantaine de tests. Donc on a la valeur A, la valeur B et puis le résultat attendu. Alors, donc ça, on va réaliser successivement tous les tests. Et puis on a une autre valeur, un autre test, un second test, qui lui est un test aléatoire, un test random. Alors le test random est assez amusant, on va pouvoir l'observer rapidement. Alors ça consiste simplement à, pour un certain nombre de tests passés en argument, ici NB test, eh bien à réaliser, à générer tout d'abord des nombres pseudo-aléatoires. Donc on va utiliser la fonction random livrée avec le C. Et puis on va réaliser une opération modulo, la taille maximum des flottants. Donc ici on va obtenir deux nombres entiers qu'il s'agira de voir, de caster sous forme de flottant. Donc ce cast a lieu ici. Donc on a deux nombres, on va les additionner, c'est bien une addition qui a lieu, et on va les caster sur des flottants. Et l'opération est donc le résultat attendu, hein, qui va être exécuté par ma machine, en l'occurrence un Core i5 d'Intel. Donc cette addition est supposée correcte. Alors, bien sûr, ici on obtient en résultat un nombre flottant, puisqu'on a fait le casting, et on va recaster cette représentation flottante pour obtenir un nombre entier, hein, qui est codé sur 32 bits. Donc on va à nouveau recaster cette somme sur le nombre attendu. Une fois qu'on est là, on va pouvoir donc effectuer, lancer la fonction d'addition par elle-même avec ces deux mêmes nombres et obtenir donc un résultat effectif. Si le résultat attendu et le résultat effectif sont corrects, eh bien on va incrémenter un nombre de tests passants, sinon on va pouvoir envoyer une erreur. Donc voilà le principe du band test. Donc désormais il est temps de passer à l'outil Vitis. On va donc lancer la synthèse comportementale du code de l'addition avec Vitis. Alors, Vitis se lance en ligne de commande, il s'appelle Vitis HLS. Donc c'est un outil en interface graphique, mais on peut également le piloter à l'aide de scripts, hein, dans la droite lignée de Vivado et Vivado HLS. Alors le temps de chargement est un peu lent. Donc voilà le cockpit. Donc on va créer un projet. On va l'appeler TP HLS et on va taper Next. Alors ici on va rajouter les fichiers. Donc les fichiers
ils sont ici. Donc il y a le code C++, il y a des fichiers de conversion que je peux rajouter, la définition du prototype. Non, le test bench, ça sera pour plus tard. L'addition, le fichier de données également. Je pense que ça doit être tout. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir naviguer et effectivement, l'outil me propose différentes fonctions qui vont constituer mon top level. Évidemment, on peut avoir des appels de fonctions hein, dans la fonction synthétisée. Et donc, mon addition, elle est là, fp32add. Donc, je fais OK. Donc, désormais, l'outil connaît le top level. On va rajouter les fichiers de test bench. Donc, les fichiers de test bench, c'est le code C++. Et puis, c'est le fichier de données. Voilà, je pense que c'est juste ça. Voilà. De toute façon, on pourra corriger ces settings un peu plus tard. Alors ici, on nous propose maintenant de paramétrer notre cible. Donc pour nous, il va s'agir d'une carte, notre carte fétiche, à savoir une carte qui vient de la société Digilent. Et c'est la carte Nexus 4 DDR ou A7. Donc là, par défaut, on a une fréquence de 10 une période de 10 nanosecondes, donc une fréquence de 100 MHz qui est retenue. Et on va pouvoir appuyer sur Finish. Alors c'est un outil qui est bien sûr hautement paramétrable. Là, c'est évidemment un TP en accéléré et je dirais une approche un petit peu naïve. Donc on va retrouver dans notre interface utilisateur notre code source. Si l'outil veut bien, voilà. Donc ce qu'on peut faire d'emblée, c'est puisqu'on a précisé quel était le top level, on peut lancer la synthèse comportementale. Donc on a ici une console qui va s'activer. Donc le bouton passe ici au rouge et on va pouvoir synthétiser. S'il n'y a pas d'erreur, il faudra bien vérifier qu'il ne me manque pas de fichier. Donc c'est extrêmement rapide évidemment par rapport à un utilisateur, par rapport à un codeur humain. On a bien affaire à une compilation, même si elle est un petit peu lente, on peut reprocher ça, mais en tout cas il n'y aura pas de photo, ça sera quelques secondes de synthèse. Donc on va retrouver des mots-clés que l'on connaît, le scheduling, l'ordonnancement, le binding, le fait d'associer des nœuds comportementaux à des unités de calcul, et on voit la microarchitecture, et le mot microarchitecture qui est apparu, c'est-à-dire la constitution d'une machine composée d'un datapath et d'un contrôleur, donc d'un automate d'état fini qui pilote le datapath. Alors le résultat est fini, est obtenu. Alors la période était de 10 nanosecondes et la fréquence atteinte ou la période atteinte est de 7 nanosecondes, donc ce qui est bon. Ce qui veut dire qu'on est capable de faire fonctionner notre IP, notre addition, à une fréquence de 100 MHz. Alors ce qui est intéressant, c'est les chiffres qui sont donnés ici. On a une latence donc entre l'entrée et la sortie de 130 nanosecondes qui correspond donc à 13 cycles d'horloge. Alors on a éventuellement un 14e cycle d'horloge, tout simplement parce que c'est la bufferisation des entrées ou des sorties qui intervient en plus, donc c'est une histoire de poteau et d'intervalle. Alors évidemment, ce qu'on a envie de voir tout de suite, c'est le résultat. Donc on va regarder ici le code VHDL qui a été généré, et voilà. Alors, il n'y a pas de coloration syntaxique ici, c'est un peu dommage d'ailleurs. On va retrouver un code avec donc l'entité, des signaux d'interface avec l'horloge, le reset, le start, le fait de démarrer la fonction, un signal de sortie qui va nous indiquer que la fonction s'est terminée, et puis d'autres signaux qui vont nous indiquer si l'IP est en train de calculer. On va retrouver évidemment nos deux nombres A et B qui ont été engendrés par le prototype de la fonction C, et la valeur de retour. On est bien donc sur des nombres qui sont codés sur 32 bits. Donc sans surprise. On va retrouver également des éléments que vous connaissez, à savoir typiquement ici l'encodage, alors qui est explicite ici sous forme de constante, l'encodage 1 bit par état ou one hot,
pour les états de la machine d'état fini qui pilote le chemin de données. Alors, on peut reprocher à ce code d'être assez moche. Mais donc il est typique d'une compilation à partir d'un environnement logiciel. On va d'ailleurs retrouver les noms des instructions qui correspondent à la représentation intermédiaire qui est utilisée par l'outil C++. Il s'agit d'une représentation intermédiaire utilisée dans le domaine du logiciel, donc qui vient de l'outil LLVM. Donc c'est une représentation dont on a déjà discuté. Donc cette représentation, on va retrouver les petits noms correspondant aux instructions qui sont caractéristiques donc, de cette représentation intermédiaire LLVM. Donc on voit qu'on a beaucoup de signaux, beaucoup d'éléments, beaucoup de processus. L'ensemble est peu apprécié, on va dire, par le concepteur VHDL qui apprécie un peu plus, qui est un peu plus esthète. Mais bon, c'est un détail. C'est exactement la même chose lorsqu'on utilise GCC dans un environnement logiciel. Rares sont ceux qui aujourd'hui regardent le code assembleur. Donc voilà ce qu'on peut dire. On peut regarder d'autres éléments intéressants. Par exemple, on peut regarder le si je le retrouve, voilà, le scheduling. Alors on a une vision du scheduling ici qui est pas. Alors je vais diminuer la fenêtre ici. Hop. Voilà. Donc on va retrouver l'ordonnancement sur nos 13 ou 14 cycles, 13 cycles, 14 cycles, pardon, et on va retrouver donc les nœuds de calcul avec les dépendances de données qui sont, lorsqu'on clique sur chaque nœud, on va retrouver notre ordonnancement. Donc je pense qu'on peut visualiser ça un petit peu plus, quoique la visualisation est assez vite à ses limites, hein. Donc on va retrouver, si je descends effectivement, hein, on va retrouver l'ordonnancement, on voit avancer le temps, hein, le temps cycle à cycle, et l'ordonnancement des calculs. Voilà. Ok. Donc pas d'autres éléments. Alors si tout de même, effectivement la cosimulation. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de vérifier que ce code VHDL est correct. Alors pour ça, on va réutiliser le test bench. Alors le test bench, avant tout, j'aurais peut-être dû l'exécuter ici. Alors donc j'avais un code C++. Je vais donc le compiler tranquillement, hein. Voilà, donc j'ai mon test bench que j'ai présenté tout à l'heure qui est compilé. Je peux le lancer. Alors c'est instantané. Vous voyez qu'il y a notre fichier de données qui a été correctement analysé. Et puis j'ai exécuté là dans la fraction de seconde 1 million de tests, hein, et donc tous les tests sont corrects. Donc le but maintenant, c'est de vérifier si le VHDL va faire aussi bien. Alors l'exécution du VHDL évidemment va être beaucoup plus lente. Donc on va essayer de raccourcir la vidéo dans un instant. Donc on va utiliser le Verilog ou le VHDL, peu importe à la rigueur, hein, on va utiliser le VHDL pour les besoins de la cause. Normalement le fichier de données est présent, donc on peut lancer la cosimulation désormais. On croise les doigts pour qu'il manque rien. Donc je couperai au montage si j'en trouve le courage cette partie-là qui est un peu longue. Donc là, il y a une première exécution logicielle, hein, donc ça nous permet de vérifier que donc, le logiciel est capable de relancer exactement la même chose que j'ai fait en ligne de commande il y a un instant. Donc il s'assure que le test bench fonctionne d'un point de vue logiciel. Et maintenant, il va lancer la même chose, hein, la co-simulation avec le VHDL. Donc il y a quand même une technologie derrière qui est intéressante, hein, à savoir
comment on connecte, comment on attaque le simulateur VHDL, comment il dialogue avec le code C, C++. Donc ça c'est caché à l'utilisateur, mais pour l'utilisateur en tout cas il y a un bénéfice direct, hein, ça marche plutôt pas mal. Donc là je vais laisser le temps s'écouler, ça va prendre quelques secondes. Alors là je pense que l'encodage vidéo qui est réalisé en ce moment ralentit un petit peu mon PC. Donc on réutilise le simulateur de Vivado, hein, Xsim. Alors évidemment, la synthèse comportementale, je le disais, comme pour la compilation, elle a reçu des détracteurs, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour les compilateurs traditionnels. Donc ça a été un long temps d'adoption. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des travaux universitaires dans le domaine de la synthèse comportementale, y compris en Bretagne, hein. Et pendant très longtemps, donc c'était des outils qui étaient confinés au milieu académique. Et à partir des années 2004-2005, on a commencé à avoir une vraie adoption dans certains domaines de ce genre d'outils de synthèse comportementale. Donc on a basculé du domaine universitaire au domaine industriel. Alors cet outil, d'ailleurs, initialement, il vient des travaux d'un universitaire qui s'appelle Jason Kong aux États-Unis. Alors, ouais, ouais, évidemment, c'est beaucoup plus lent en VHDL. Alors, j'étais un petit peu gourmand hein, avec le million de tests. J'aurais certainement pu réduire un tout petit peu, puisqu'en plus c'était paramétrable. Je vais quand même le laisser s'exécuter pour la beauté du geste, hein. On a vraiment 1 million de tests qui se sont exécutés. Mais effectivement, là pour la vidéo, j'aurais certainement dû réduire le test. Alors, ici, donc, on a les résultats du test. Euh, alors, on l'a vu hein, que c'était. Alors, la console, voilà. On a bien 41 tests qui sont passés, aucun n'a échoué. Et au niveau random, on a 1 million de tests qui sont passés également. Donc voilà, on a le status hein, de cette co-simulation qui apparaît. On a bien, avec Vivado Xsim, tous les tests qui sont passés. Voilà ce que je pouvais dire sur la synthèse comportementale d'un code C++ à l'aide de l'outil Vitis HLS. Donc il s'agit simplement d'une introduction rapide, mais on voit que l'outil est parfaitement utilisable et il fonctionne plutôt bien. Voilà, je vous remercie et puis je vais rapidement vous mettre à disposition cette vidéo. À très bientôt. Merci beaucoup.